Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles, téléspectateurs de www.dn247.net, réseau de la diaspora, Diaspora Network 24/7, bonjour et bienvenue sur notre émission que vous avez déjà pris l'habitude de suivre depuis un certain temps. Alors, il s'agit bien d'une initiative qui a vu le jour ici dans le Nord-Amérique, à Toronto, et cette initiative tend à faire parler les peuples immigrants qui vivent en tant que diaspora dans le pays occidental ou ailleurs. Alors cette initiative tente à questionner justement les réussites d'intégration de membres de la diaspora sur le plan de l'employabilité, intégration, justice sociale, économique et beaucoup d'autres sujets. Alors pour ce faire, j'ai ce matin un privilège d'avoir un grand monsieur qui est un grand expert justement dans le domaine d'immigration. Avec lui, nous allons aborder le sujet qui touche particulièrement comment la diaspora peut contribuer dans le pays d'origine. Donc je vous présente M. Lumembo Tshiswaka, que je souhaite la bienvenue sur ce podium. Merci beaucoup mon cher ami Aimé Kabouya. Voilà, donc ça me fait un grand plaisir, mais avant que nous puissions rentrer dans nos sujets, je préférerais peut-être que vous vous présentez brièvement auprès de nos auditeurs pour leur dire qui vous êtes et puis on pourra aller dans le vif du sujet. Je m'appelle Emery Lumembo Tshiswaka. Je suis... comme vous l'a dit mon ami Aimé Kabouya, je travaille avec un organisme qui s'appelle Ontario Council of Agencies Serving Immigrants. Et en français, c'est, si on pourrait traduire ça, le Conseil ontarien des organismes au service des immigrants, depuis bientôt 6 ans. Mais en même temps, j'ai plusieurs chapeaux. Je suis aussi un homme de Dieu, donc je suis un pasteur aussi dans l'église évangélique. Et aussi, je travaille avec les communautés francophones immigrantes depuis que je suis au Canada, bientôt depuis 10 ans. Donc, je voyage beaucoup à travers l'Ontario, mais aussi à travers le Canada. Et je suis à l'écoute, justement, de ce peuple et particulièrement de nouveaux arrivants en provenance d'Afrique francophone. Voilà un peu, en résumé, ce que je fais pour le moment. Et j'adore aussi écrire, partager mes connaissances, mes expériences, comme on le fait maintenant. Eh bien, c'est un privilège pour nous de vous avoir sur ce podium. Monsieur Lumembo, lorsque nous avons pensé à mettre en place cette initiative, nous avons regardé, bien entendu, les médias traditionnels. Et les médias traditionnels ont perdu pratiquement cette habitude de faire parler les peuples, les ayants droit de l'information, en fait, qui sont diffusés. Alors, à ce titre, nous avons identifié justement un défi principal qui est de connaître comment le peuple de diaspora vive leur expérience de l'immigration. Donc, ce sont tous les thèmes qu'on va aborder ici. Mais ma toute première question, peut-être pour nous centrer un peu dans la discussion, vous, en tant qu'expert du domaine d'immigration, comment pouvez-vous définir, peut-être dans le terme moins technique, le terme immigration? Pour définir le terme immigration en des termes très, disons, des mots très simples, on dirait tout simplement c'est le fait de s'expatrier, quitter son pays natal, quitter son village, sa ville où l'on est né, pour aller vivre ailleurs. Donc, on immigre. Et le fait d'immigrer là, il y a un verbe aussi qu'on utilise très souvent, émigrer, donc quitter son endroit habituel, là où l'on est né, pour aller vivre ailleurs. Bien sûr, pour différentes raisons, comme nous allons le dire, il y en a qui ont quitté parce qu'ils sont persécutés, il y en a qui ont quitté parce qu'ils veulent chercher un endroit où ils peuvent mieux vivre, n'est-ce pas, avoir un bon travail, etc., etc. Donc il y a différentes raisons qui poussent les gens à quitter leur terre natale pour aller vivre ailleurs. Donc l'immigration, dans vos propres termes, c'est le fait simplement de quitter un lieu d'origine où on est établi pour aller vivre ailleurs. Voilà, exactement. Ma première question alors serait de savoir comment réussit-on une immigration? Très très bonne question, Aimé. Comment réussit-on une immigration? D'abord et avant tout, ce qui n'arrive pas à beaucoup de gens, c'est de savoir ce que l'on veut faire dans l'autre pays, le pays où l'on veut immigrer. Par exemple,
S'il y a des Africains, c'est juste un exemple, ça peut être des Européens, ça peut être des Latino-Américains qui veulent vivre au Canada, la première chose à laquelle ils doivent penser s'ils veulent immigrer dans ce pays, c'est d'abord de connaître un peu le pays. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays? Quel est le climat dans ce pays? Quelle est la culture dans ce pays? Comment vivent les gens? Ça, c'est très, très important parce qu'il est arrivé qu'il y a des gens qui ont quitté leur pays d'origine, j'en connais quelques-uns, ils arrivent au Canada et ils ne savaient même pas qu'il y avait 4 saisons au Canada. Ok. Et là, ça fait quand même un peu bizarre, là, arriver dans un pays où on ne connaît rien absolument, ou très peu. Et le fait d'avoir une idée sur la géographie du pays, la culture, le climat, l'économie, ça vous donne déjà une certaine mainmise sur ce que l'on peut faire, comment on peut s'intégrer. Mais le fait d'ignorer complètement ce qu'est le pays, comment il est constitué, les lois, l'économie du pays, les gens, etc., ça peut retarder beaucoup l'intégration, que ce soit l'intégration socio-économique, culturelle, sociale, etc. Tout ça, ça peut vraiment constituer un handicap majeur pour s'intégrer avec succès, parce qu'il y a intégration. Et ici, nous ne parlons pas, parce qu'il y a plusieurs termes qu'on utilise ici. Il y a l'intégration, l'assimilation, l'adaptation, mais ici, nous voulons surtout parler de l'intégration. Donc, si je comprends bien, les motifs premiers qui justifient les déplacements des immigrants déterminent aussi leur réussite dans le pays où ils choisissent d'aller s'établir. Oui, en ce sens que quand quelqu'un a quitté son pays, mettons de côté le cas des réfugiés, par exemple, parce que les demandeurs d'asile, c'est quoi au juste? Il y en a peut-être sur les 250 000 personnes, par exemple, qui arrivent au Canada chaque année, à peu près 20% qui sont vraiment des demandeurs d'asile. Eux, ils sont venus, disons en catastrophe, parce que doivent quitter leur pays, ils sont persécutés, etc. Mais les autres, les immigrants indépendants, économiques, eux, ils savent pourquoi ils veulent immigrer au Canada. Ils ont des compétences, ils ont leur diplôme, ils savent où s'établir. Déjà à l'avance, ils savent qu'en arrivant au Canada, ils vont aller soit à Vancouver, soit à Montréal, soit à Edmonton, soit à Toronto, etc. Et préalablement, il y en a qui ont déjà des connexions dans le pays, c'est-à-dire qu'ils ont des frères ou des sœurs ou des cousins ou des parents qui ont immigré avant eux. Et au moment où ils arrivent, ils sont accueillis et ça leur prend moins de temps pour connaître le milieu, pour s'intégrer. Donc c'est comme tu l'as bien dit, Aimé, un déterminant du succès de l'immigration de la personne. Parce que quand on immigre, il y a d'abord l'applicant ou l'applicante principale, et puis il y a les personnes qui sont en charge, qui sont des dépendants. C'est pratiquement la personne qui prend toute la famille, et donc l'applicante ou l'applicante principale, qui va en fait aider toutes les personnes qui sont sous sa charge, à les aider à s'intégrer, à communiquer, à reprendre, continuer les études, etc. Tout ça. Parce qu'il faut dire que en immigrant dans un pays comme le Canada, comme l'ont constaté des milliers d'immigrants, on reprend sa vie pratiquement à zéro. Tout à fait. Dans beaucoup de sens. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes de reconnaissance des titres académiques, etc. Donc ça se pose ici. Et même ceux qui arrivent sans diplôme, etc., mais qui veulent continuer leurs études, il faut qu'ils fassent homologuer les titres académiques qu'ils ont eu avant, ou parfois recommencer. Donc ça prend du temps, mais il faut du courage. Et ce que je voudrais dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, c'est que j'ai remarqué qu'il y a une grande différence entre les types d'immigrants qui viennent soit de l'Afrique, soit de l'Europe ou d'autres parties du monde. Par exemple, les immigrants qui viennent des pays européens, etc., quand ils arrivent ici, ils s'adaptent complètement et disent « nous venons pour toujours ». Mais il y en a qui viennent de certaines parties du monde qui pensent toujours rentrer dans leur pays après. D'où je vous parle la parole, justement, les raisons qui justifient, les motivations qui justifient l'immigration. Parce qu'il y a aussi des compagnies, par exemple, qui quittent leur pays d'origine, qui viennent ici parce qu'ils suivent, par exemple, des avantages fiscaux. Comme on voit aussi des compagnies qui quittent le Nord-Amérique, par exemple, pour s'établir en Chine parce qu'ils ont la main-d'œuvre qui coûte moins cher, ainsi de suite. Maintenant,
le lien est l'élément justement qui justifie le départ, le déplacement. C'est quelque part un élément défavorisateur. Je veux dire, si vous sentez par exemple une sécurité dans votre pays, malgré que vous êtes économiquement stable, vous justifiez justement le fait d'aller vivre en Occident. Mais quelque part, quand on décide de venir vivre en Occident ou ailleurs, on est toujours lié avec le pays d'origine. Selon vos expériences, comment ces liens de dépendance avec le pays d'origine s'établissent et quels sont les éléments, je peux dire, pessimistes ou négatifs qui affectent la réussite d'immigration dans ces cas d'espèce? Ça, c'est une très très bonne question, Aimé. En fait, d'abord, c'est culturel. Culturel en ce sens que, de un, quand on émigre et qu'on garde encore des liens avec son pays d'origine, cela signifie que la personne, l'immigrant en question, vit dans ce qu'on appelle une famille étendue. C'est-à-dire que en venant ici au Canada, cette personne immigrante, qu'elle vienne de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Burundi, du Soudan ou de n'importe quel pays, a encore des liens avec les frères, les sœurs, les parents, les oncles qui sont restés là-bas. Ce qui est normal. Ce qui est normal. En fait, s'il coupe complètement les liens, c'est-à-dire où il n'y a pas de communication, etc., ce serait très mal vu parce que la plupart des gens qui émigrent et quittent des pays dits en voie de développement ou des pays pauvres, c'est pour chercher un peu le bien-être. Donc en arrivant ici, ceux qui sont restés dans le pays, ils pensent, peut-être à tort ou à raison, que la personne qui est allée vivre en Amérique du Nord, leurs frères, leurs sœurs ou leurs parents, est allé vivre dans un milieu où l'économie est stable, où il pourra faire un peu d'argent, donc on peut espérer d'une manière ou d'une autre qu'il y aura transfert des fonds. Ce qui est un peu, qui n'est pas du tout faux. D'ailleurs, quand on regarde de très près, prenons un pays comme la Jamaïque. Savez-vous que, par exemple, il y a plus de Jamaïcains qui vivent à l'extérieur du pays que ceux qui vivent dans le pays? Carrément. Donc, si la Jamaïque a 2 500 000 habitants, mais en dehors de la Jamaïque, il y a toute la diaspora jamaïcaine qui vit aux États-Unis, qui vit au Canada, qui vit en Angleterre. Là, vous parlez et les descendants, c'est-à-dire les immigrés et leurs enfants. Et leurs enfants, voilà. D'immigration. Voilà, les immigrants de la deuxième génération, etc., qui sont nés sur place, tout ça. Et tous ces immigrants là, de première génération qui vivent dans la diaspora, chaque mois, pratiquement, transfèrent des millions et des millions de dollars dans leur pays d'origine. En fait, ils font vivre, c'est la même chose avec les immigrants qui sont venus en Afrique, etc. Mais est-ce que ça contribue? Qu'est-ce que ça fait, ça, du point de vue économique pour les pays qu'ils ont quittés? Je pense que, en réalité, les transferts des devises que ces immigrants qui vivent dans la diaspora contribuent énormément à faire vivre des familles localement. Et j'ai remarqué au cours de ces derniers mois, en parlant avec les individus, etc., et surtout les organismes sans but lucratif qui travaillent pour le bien-être des populations, n'est-ce pas, locales, qui font tout pour aider à ce qu'il y ait un développement dans leur pays d'origine. Parce que ce n'est pas toujours bon de tendre la main. Tout à fait. Mais si on peut les aider, par exemple, avec la petite technologie, que ce soit ce qu'on appelle petites et moyennes entreprises, par exemple, acheter des ordinateurs, des machines à coudre, des lits d'hôpitaux, etc., qu'on peut trouver assez facilement ici, les expédier dans le pays. Cela aiderait beaucoup, parce que les gros problèmes, en fait, qui se posent dans nos pays, c'est d'abord l'infrastructure de base et surtout le développement dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé et ça constitue un handicap vraiment majeur. Donc, en gros, il y a des bénéfices à émigrer, mais le problème qui se pose, mais aujourd'hui, c'est que la plupart des personnes qui vivent dans la diaspora, non seulement ne se connaissent pas très très bien, mais il n'existe pas encore une vision uniforme entre ces personnes-là pour pouvoir comment aider. C'est une des raisons pour laquelle nous avons justement créé les réseaux de la diaspora, parce que nous avons constaté sur base d'une étude que
d'abord il y a beaucoup de membres de la diaspora, surtout ceux-là qui sont considérés comme venant de pays pauvres ou en voie de développement, réussissent difficilement leur intégration dans le pays occidental. Je prends l'exemple du Canada. Vous retrouvez des ingénieurs qui sont taximen, vous retrouvez des médecins qui travaillent comme ouvriers pratiquement, mais pas parce qu'ils ont perdu la capacité, mais parce que les politiques d'immigration de ces pays ne favorisent pas toujours l'intégration et les reconnaissances faciles des diplômes. Je sais qu'il y a un processus dans ce sens. Maintenant, avec ces enjeux-là, parce que prenons l'exemple typique du Canada. Quand vous regardez la promotion du Canada dans le pays étranger, le Canada se présente comme une terre, c'est vraiment le pays où le d'accueil. Alors, quand on arrive ici, on rencontre beaucoup de défis sur le plan linguistique, sur le plan économique, sur le plan académique aussi d'ailleurs, et autres. Maintenant, par rapport à ces enjeux, les immigrants qui vous regardent, parce que vous êtes un expert, ils prendront votre parole comme tel, parce que vous travaillez aussi dans le domaine. Quels sont les éléments que les immigrants qui projettent de venir au Canada peuvent éviter pour éviter justement de tourner leur expérience d'immigration à un échec qu'on ne peut pas rattraper d'ailleurs? Très 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 bonne question, elle est vraiment très à point. Ça c'est la question que Aimé vient de poser. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui jusque-là ne se la posaient même pas. Quelles sont les précautions que doivent prendre, quelles sont les informations que doivent avoir toutes ces personnes-là qui avant d'immigrer? Je pense et avant tout, c'est très très important qu'ils aillent d'abord sur différents sites internet qu'on a, n'est-ce pas, en anglais et en français, par exemple. Il y a le site internet, je parle ici du cadre de l'Ontario, qu'on appelle settlement.org. Voilà une publicité. Oui. Il y en a d'autres aussi, normal, bien sûr. Oui, et puis, il y a l'autre site internet qui s'appelle établissement.org. Et là-dedans, il y a toute une masse d'informations sur le Canada, donc dans tous les domaines qui touchent l'immigration, c'est-à-dire l'immigration et citoyenneté, santé, éducation, aspects juridiques, logement, etc., etc. Donc, la personne qui immigre, qui songe à immigrer au Canada, doit d'abord aller sur le site, lire exactement quelle est la situation économique au Canada, quelle est la situation des immigrants, quels sont les enjeux qui se posent aux professionnels, combien de temps ça me prendra par exemple pour faire accepter mon diplôme, est-ce que je pourrais travailler dans mon domaine juste en arrivant au Canada, ou combien de temps ça prendra. Toutes ces questions-là, la plupart des nouveaux arrivants des immigrants ne se la posent pas, ce qui est une grave erreur. De telle manière qu'il y en a qui arrivent ici, qui avaient des espoirs très 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 élevés en disant qu'ils seront bien parce qu'ils sont parfois parfaitement bilingues, mais ils arrivent ici, ils se butent à toutes sortes de problèmes, d'embuscades, comme on dirait, parce qu'il y a des choses qu'ils doivent faire homologuer leur diplôme, ils doivent parfois reprendre leurs études, etc. Donc il est important, à mon avis, qu'ils sachent qu'il existe des lois, qu'il existe certaines structures par lesquelles ils doivent nécessairement passer, et cela peut prendre du temps avant qu'ils ne soient acceptés dans leur domaine. Et alors ceux qui arrivent et qui n'ont pas l'opportunité de travailler directement dans leur domaine, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, dans des termes un peu plus techniques, les emplois alternatifs. C'est-à-dire ils peuvent travailler, ils peuvent travailler dans des domaines qui sont proches de, par exemple, on trouvera un médecin, au lieu de travailler comme médecin, il commence d'abord par travailler comme infirmier ou comme préposé au service du personnel, etc. Et ça, c'est juste un entre-temps. Mais il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup de mouvements actuellement avec tous les organismes qui viennent en aide aux immigrants, de pousser vraiment l'agenda auprès du fédéral et du provincial pour que les lois changent, pour qu'on assouplisse les règles. Parce que de toute manière, il y a des carences dans certains types de métiers. Et pourtant, des immigrants sont là, ils ont des diplômes, ils sont expérimentés. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'être réintégrés, même s'il faut qu'on leur donne une certaine formation, ce qui est très 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 important. Alors c'est dans ce sens-là, moi j'insiste beaucoup
il faut qu'ils soient bien informés, qu'ils prennent une bonne décision mûre, et puis nous qui sommes déjà ici, qui vivons dans la diaspora, nous pouvons les aider en leur disant la vérité. Il ne faut jamais cacher. Parce qu'on pense que, bon, quand on vient ici au Canada, tout est rose, tout est beau. Non, il y a beaucoup d'enjeux, comme la météo par exemple. Au Canada, il arrive qu'il fait au moins 30 degrés et autres. Comme vous pouvez le voir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons dit, comme je disais à l'introduction, conçu ce site, Réseau de la Diaspora, qui va interviewer, nos micros vont défiler à travers différentes communautés vivant au Canada. Les Maghrébins, les Asiatiques, les Indiens, les Européens qui immigrent aussi, les Américains, ainsi de suite, pour connaître justement les défis qu'ils rencontrent sur le plan d'immigration, intégration et autres. Comme vous pouvez voir, on arrive à la fin de notre émission, mais M. Lumembo, étant ses qualifications, étant son expérience avec autres dans le domaine, nous aurons plusieurs entrevues à cet effet. M. Lumembo, un dernier mot en 2 minutes avant que nous puissions clôturer notre première partie de l'émission. Quel est cet élément que vous pouvez dire à ces personnes qui sont peut-être en France? Je vois que nos émissions sont suivies en Chine, en Tchécoslovaquie, et j'étais étonné en Afrique du Sud et autres. En 2 mots, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et nous évoluerons encore davantage, nous approfondirons davantage dans d'autres émissions qui vont venir. Je pense que pour les immigrants potentiels qui vivent encore en France, le fait de connaître déjà une de 2 langues officielles du Canada, le français, c'est un atout. Il y a énormément de choses que l'on peut faire, et pour le moment, je crois qu'on est en train de travailler dans ce sens-là pour pouvoir vendre le français comme un outil économique. Donc en arrivant ici, ils peuvent bâtir tout en apprenant l'anglais, mais garder bien leur français qui est très utilisé. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Comme il a dit, établissement.org est un site avec lequel nous travaillerons certainement en collaboration pour vous permettre d'avoir accès à plusieurs informations qui vous seront bénéfiques pour vos projets d'immigration au Canada tant que tel. Ne partez pas, nous aurons d'autres émissions avec M. Lumembo. Nous comprendrons un peu comment le Canada fonctionne. Il a parlé des structures qui accueillent des immigrants et autres. Votre serviteur, fidèle serviteur, humble serviteur, Aimé Kabouya, toujours sur le site www.dn247.net. À bientôt.